Bienvenue dans cette série de capsules audio qui accompagne l'anthologie Antis et Soins, issue de mon compagnonnage Action culturelle et auteur associé, réalisé auprès du CHU de Bordeaux en 2025. Ce projet, soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, la Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine et le Centre national du livre, a été réalisé dans le cadre de la chaire Médecine narrative Hospitalité en santé de Bordeaux. Je suis Thibaut Martouret et je remercie celles et ceux qui ont participé à cette aventure. Les pièces musicales que vous entendrez dans ces capsules sont signées du compositeur Jean-Sébastien Noël. Pour cette seconde capsule fantôme, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec Patrick Autréau, un auteur rare qui a su transformer l'expérience de la maladie, de la vulnérabilité et du soin en une littérature intime et profonde. Sa prose, à la fois poétique et précise, dépeint les émotions les plus subtiles et les fragilités humaines. Il mêle mémoire, introspection et récit pour créer des textes qui touchent autant par leurs propos que par leur style. Sa trajectoire, elle aussi, est tout à fait singulière. Après des études de médecine et d'anthropologie, il a exercé comme psychiatre aux urgences, une expérience qui a profondément marqué sa réflexion sur le rapport au corps et sur la souffrance. Au milieu des années 2000, il décide de se consacrer entièrement à l'écriture. Son œuvre littéraire s'ouvre avec un cycle centré sur l'expérience de la maladie, née de sa propre confrontation à un cancer diagnostiqué à l'âge adulte. Dans son ouvrage « Dans la vallée des larmes », publié chez Gallimard en 2009, il raconte ce moment de bascule où le diagnostic ébranle toute certitude et ouvre un véritable vide intérieur. Soigné, publié chez Gallimard en 2010, explore ce que signifie reprendre place dans le monde après la guérison, tandis que Se survivre, publié en 2013 aux éditions Verdier, propose une série de méditations littéraires sur ce qui reste de soi après l'épreuve de la maladie. Ce rapport aux soins n'est jamais abordé de façon technique ou clinique. Il est d'emblée envisagé comme une expérience existentielle profonde, où le corps malade, la vulnérabilité et la relation à l'autre deviennent des terrains d'exploration littéraire. Pour Patrick Autréau, la littérature elle-même peut être une forme de soin. Non pas en tant que remède, mais comme un lieu où donner sens aux expériences qui échappent à toute guérison véritable, ou rendre audible ce que la médecine ne peut que constater. Au-delà de son rapport aux soins, Patrick Autréau travaille aussi une poétique des absences, des présences invisibles et des fantômes intimes. Dans des récits plus récents comme La Sainte de la Famille, publié aux éditions Verdier en 2023, il mêle souvenirs, figures tutélaires et silhouettes disparues dans une écriture qui montre combien nos vies sont constellées de traces de ceux qui ne sont plus là. Des fantômes des proches, des héritages affectifs, des mémoires enfouies, qui travaille la narration et l'expérience du présent. C'est dans son appartement parisien que nous avons, par une belle et froide journée de fin d'automne, convoqué les fantômes qui l'ont accompagné en tant qu'homme, en tant que soignant et en tant qu'écrivain. Ne vous méprenez pas, j'écris dans un entre-deux, entre la dénudation érotique et l'acte des corps emboîtés. J'écris dans cet espace où brusquement éclosent des images qu'aucune autre situation n'aurait fait surgir de nous, sauf peut-être les rêves et la poésie. Ni des fantasmes, ni des perversions, mais des sensations et rapprochements insoupçonnés. J'écris au fond comme les maîtres anciens d'estampes japonaises ont exploré cette fente originelle, d'où ils ont fait surgir animaux dansants, sorcières à harpon, sabres d'assaut, monstres marins, bouches dentées et dipus, organes sans yeux ni oreilles, vers aveugle, mu par l'instinct de l'enfouissement. Vous venez d'entendre un extrait de Pussy Boy, roman de Patrick Autréau, paru aux éditions Verdier en 2021. Bonjour Patrick Autréau et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Thibaut. En préparant cet entretien, j'ai eu la chance de me replonger dans votre œuvre et je me suis rendu compte qu'elle représente un terrain d'une grande richesse pour qui cherche les fantômes. Mais tout d'abord, si je vous dis fantôme, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Je crois que la première chose que ça évoquerait, peut-être, ce serait une sorte de poussée inconsciente. Je relisais l'exergue de Pussy Boy, et où il est fait allusion à une phrase de Danny Lebrun qui évoque les fantômes gardiens de nos censures. Et je me suis demandé un instant si, au fond, pour l'écriture de ce livre et l'écriture d'autres, ça n'a pas été la perception de forces inconscientes qu'on pourrait nommer fantômes, qui a été à l'origine de plusieurs de mes livres, peut-être tous. Un fantôme comme une poussée inconsciente. Et dans le titre de ce projet, donc, qui est... alors, le titre long, c'est Ces présences invisibles, hantises et soins, et le titre de l'anthologie, simplement Hantises et soins. Ce rapprochement entre ces deux termes, entre l'univers du fantôme et de la hantise et le soin, est-ce que ça vous fait penser à... Eh bien, je crois, dans mon cas particulier, je crois que ce serait... c'est un petit peu la même explication. C'est qu'il me semble que, dans mon expérience, en tout cas les soignants que j'ai rencontrés, médecins, infirmières, parfois kinés et autres, et moi aussi, c'est pas le cas de tous les soignants, mais beaucoup de soignants qu'on pourrait dire de vocation, c'est-à-dire qui ont désiré devenir soignants depuis leur toute petite enfance. C'est des gens qui ont été mus par un désir qu'ils n'arrivaient pas bien à exprimer, et qui souvent est lié à une histoire familiale, à une maladie ou des gens malades dans la famille, des deuils précoces, des deuils de la génération qui précède, ou des histoires qui les hantent ou qui hantent leur famille sans parfois qu'ils en aient conscience. Donc, au fond, là aussi, je dirais que peut-être les fantômes, enfin, tels que je les vois, c'est encore une fois ceux qui exercent une pression et qui ne trouvent pas forcément une matérialisation concrète, mais sont à l'origine de gestes, d'actes, de ce qu'on peut appeler vocation. J'aime pas beaucoup le terme de vocation, parce que je pense très souvent que, ce que je disais à l'instant d'ailleurs, c'est que la vocation, très souvent, c'est une forme de prédéterminisme qui se cache, ou qui est plus ou moins complète, mais disons qui se cache. Et souvent, le prédéterminisme, il est on peut y repérer en tout cas des silhouettes très précises, biographiques ou générationnelles. Vous parliez de hantises parfois inconscientes, qui se transmettent de génération en génération. Et j'imagine que quand on est soignant, on amène finalement dans la chambre d'hôpital ou dans le cabinet de consultation ces fantômes aussi, cette présence qui hante. Qu'est-ce qu'on en fait dans le lieu de soins de ces présences, de ces fantômes? Je crois que ce qui pose problème, c'est quand justement on ne les a pas interrogés, ces propres fantômes. C'est pas le fait de les apporter avec soi dans la chambre qui pose problème, tant qu'ils ont déjà été éprouvés, éventuellement analysés ou compris ou repérés. Ce qui pose problème, c'est quand notre fantôme survient dans la chambre ou en face d'un patient, sans qu'on pas sans qu'on ait conscience, mais disons, vient nous surprendre à ce moment-là et nous trouble, voire bouleverse notre manière d'interpréter la situation clinique ou relationnelle avec la personne. Bon, là je dis de façon un peu plus littéraire ce qu'on nous apprend surtout en psychiatrie, c'est-à-dire l'idée de se connaître soi-même avant d'aller explorer la biographie des autres. Mais
Moi, j'ai toujours été un peu surpris quand même, parfois, de voir certains médecins. Les thérapeutes sont plus aguerris à cette question, mais des médecins qui ne sont pas forcément thérapeutes, qui sont des somaticiens, disons, j'ai toujours été surpris de voir que certains praticiens ou certains soignants ne se rendent pas compte qu'en allant fouiller la biographie des autres, de leurs patients, pour chercher telle ou telle origine ou telle explication, ou même parfois tel ou tel symptôme dans la famille, ou antécédent traumatique personnel ou familial, eh bien eux-mêmes sont habités par ça. Et donc forcément il va y avoir hiatus, il va y avoir résonance, il va y avoir conflit potentiel. Et ce qui pose problème, c'est quand ça survient, quand ça n'a pas été pensé avant. C'est toujours l'impensé, au fond, qui pose problème. Et donc, finalement, connaître ces fantômes pour les maintenir à distance, à bonne distance en tout cas, au moment opportun. Ou peut-être faire en sorte que peut-être que l'impensé, c'est justement le fantôme. Dès que l'impensé devient pensée, dès que on n'est plus dans le domaine du subconscient, inconscient, mais qu'on est passé dans le domaine des marais, dans le domaine du royaume intermédiaire, comme dit Freud, ou la métaphore du marais qui est très employée par Freud, et puis tout le romantisme allemand. Quand on n'est plus dans cette sphère du marais et de la brume, hein, et qu'on est passé dans la sphère, dans une sphère qui donne une individualité à l'absence ou à la silhouette qu'on aperçoit, eh bien, on peut dire que ce sont toujours des fantômes si l'on veut, mais c'est plus tout à fait un fantôme. Le fantôme est vraiment celui qui n'est pas encore pensé, qui n'est pas encore formulé, qui n'a pas encore pris chair par des mots. Ce serait peut-être ça qu'on pourrait dire. Oui. Donc, quelqu'un, un thérapeute, un médecin qui arrive avec, disons, toute son histoire personnelle et une certaine lucidité sur les projections qu'il peut faire, stricto sensu, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il arrive avec ses fantômes. J'ai le souvenir, je donne un exemple intime, le souvenir d'une consultation avec un patient quand j'étais plus jeune, et c'était une vieille dame dont je m'occupais, qui était en train de mourir, et bon, c'était une situation que moi j'avais vécue tout enfant, et c'est la première fois que j'accompagnais quelqu'un, c'était pas un service de soins palliatifs, mais c'était quelque chose d'équivalent. Et j'avais été très bouleversé dans cette chambre quand j'avais parlé avec la famille, et sans que je comprenne bien pourquoi, était venue une émotion démesurée, qui pour moi était de l'ordre d'un fantôme non individualisé, mais d'une réminiscence. Parce que, et puis après en y réfléchissant, je me suis rendu compte que évidemment ça faisait écho à mon histoire familiale. Et je crois qu'il y a eu pas mal d'histoires ou d'exemples comme ça où j'ai rencontré mon père, ma mère, dans des situations diverses qui évoquaient des histoires familiales. Et en même temps, je les analysais aussitôt, sans que ça sans que ça m'entrave et que je puisse éprouver des sentiments, ce qu'on appelle en psychiatrie des contre-attitudes, ou des sentiments agressifs, ou au contraire des élans excessivement empathique envers certaines personnes ou certaines situations. Donc tenter de garder une forme de neutralité, j'aime pas ce mot, mais parce que c'est irréaliste, mais disons une forme de distance, mais tout en ayant conscience qu'il y a aussi une projection que très souvent les patients sentent, ne savent pas souvent, mais sentent, et qui fait aussi le sel de la relation, et qui est quelque chose que les psychanalystes appellent plus ou moins le transfert. Et ça, je pense que c'est à l'œuvre absolument dans toutes les relations humaines. Et c'est comme un canal, c'est là
le cordon sur lequel circulent, régressent toutes ces figures qu'on peut appeler fantômes, esprits, réminiscences, projections, et qui sont associées à des affects, négatifs ou positifs. Alors, l'impensé donne naissance au fantôme, ou le fantôme c'est l'impensé, il surprend, et c'est vrai qu'en tant que lecteur, dans beaucoup de vos ouvrages, on est surpris par des fantômes, par l'apparition de fantômes. Je pense notamment à votre roman Les Irréguliers, publié en 2015 chez Gallimard, où Yvan, le personnage d'Yvan, est hanté par les absents, par le frère, la mère, tandis que Virgilio, lui qui est en passe d'être expulsé, se retrouve dans un entre-deux, un de ces espaces liminaux où prend souvent racine la hantise. Les fantômes semblent donc être de l'ordre de présence absente, et il me semble qu'il y a un rapport assez étroit entre le fantomatique et ce roman et ce livre Les Irréguliers. Est-ce que c'est une intuition qui vous paraît... Oui, c'est très très juste. Peut-être il faut que pour vous expliquer à quel point c'est juste, je revienne à l'origine de ce roman. C'était une situation autobiographique où je me suis retrouvé devant un centre de rétention où un de mes amis était incarcéré. C'était quelqu'un qui avait été arrêté par hasard, et donc son arrestation a été une grande surprise, un grand choc. Et quand je me suis retrouvé là-bas, au fin fond du bois de Vincennes, après avoir cherché, c'était un jour de novembre, il faisait froid, il y avait de la brume, le soir était tombé, il était 5h, 5h30, il avait plu la veille, il y avait de la boue, et puis je me suis retrouvé devant c'est même pas des grilles, enfin à l'époque, ça a peut-être changé maintenant, mais c'était des grillages, et avec des bâtiments qui étaient un peu incertains, qui ressemblaient presque à des préfabriqués. J'ai eu immédiatement une réminiscence qui était celle de films qu'on a vus sur les ghettos ou les camps de concentration, de témoignages qu'on a tous abondamment lus, et puis de tout cet imaginaire concentrationnaire qu'on peut avoir. Et là, ça a provoqué un état... alors j'étais évidemment très anxieux aussi, donc cette association d'un état d'angoisse et d'une forme de déréalisation à ce moment-là, où je ne savais plus tout à fait à quel moment j'étais, en fait. Je savais bien que j'étais dans le présent, mais il y avait tellement d'images d'un passé que je n'ai pas vécu, mais qui est très fortement empreint dans notre culture et dans l'imaginaire, que ça a suscité un état, comme je le décrivais tout à l'heure du Marais, un état un peu vaporeux, de suspension, et qui est resté... Bon, ensuite j'ai fait cette visite, je suis parti, et immédiatement après cette visite, j'ai compris que c'était le lieu d'un livre. Et pour moi, les lieux du livre, ils sont très importants, c'est-à-dire pas les lieux décrits, mais le lieu originaire du livre, presque le nombril du livre, ou le cordon ombilical, ce qui mène au placenta, c'est à ce qui est caché aussi et ce qui nourrit. Mais je crois que les fantômes sont profondément liés à des lieux, à des objets, on le sait, à des meubles classiques, à des maisons, mais aussi à des lieux. Et quand je dis lieux, c'est des lieux spatio-temporels. C'est pas seulement un lieu, c'est un lieu à un moment donné qui provoque une sorte de court-circuit temporel chez la personne qui le vit, qui fait que à ce moment-là, je crois, viennent des... J'ose pas dire esprit, parce que c'est
viennent des silhouettes qui demandent à être incarnées. Et à chaque fois que j'ai écrit, me semble-t-il, il y avait quelque chose de cet ordre, alors particulièrement dans ce roman, mais qui fait s'associer donc le fantôme à un lieu. Je crois que ce serait un peu comme ça. J'associerais vraiment profondément le lieu, la matérialité au fantôme. Je repense à... J'ai un esprit d'escalier, donc j'enchaîne. Je pense à Pussy Boy. Je faisais allusion à cet exergue tout à l'heure d'Annie Lebrun et des fantômes comme censure de nos gardiens, de plus féroces gardiens. J'ai commencé à écrire ce livre sans du tout imaginer la question du fantôme, qui pourtant est en fait un des éléments centraux du texte. Et c'est en écrivant ce livre que je me suis rendu compte que, écrivant ce livre, j'étais en train de tourner autour d'une scène que j'avais refoulée, qui était une scène d'émergence d'une ressemblance fantomatique entre l'amant et le grand-père, entre la ressemblance entre l'amant et une photo d'enfant du grand-père. Donc, de nouveau, un court-circuit temporel entre la situation dans laquelle se trouve le narrateur, qui est une situation où il est en train de faire l'amour, et où brusquement, il associe le regard avec le souvenir d'une photo du grand-père, enfant. Donc là, il y a une sorte de double court-circuit temporel. Et ça n'est que quand j'avais presque fini d'écrire le livre, et je sentais que le livre il y avait quelque chose qui ne prenait pas dans le livre. Il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à s'incarner. Et c'est quand je me suis souvenu de cette scène, amenée par l'écriture, parce que je pense que c'était une scène que je n'avais même pas évoquée dans mes notes, enfin c'était quelque chose que je pense avoir beaucoup refoulé dans l'écriture de ce livre. C'est le livre qui m'a permis de dénouer, d'avancer, poser des planches pour avancer plus loin sur le marais pour pas m'enfoncer. Et là, brusquement, j'ai compris tout le livre. Je l'ai en partie refaçonné, et puis je me souvenais de cette... je me suis souvenu, je lisais beaucoup Annie Lebrun à l'époque, et je me suis souvenu de cette citation, enfin j'avais un souvenir vague de cette citation, et immédiatement j'ai su que ce serait une citation que j'utiliserais en exergue. Là, c'est une situation différente des irréguliers. Mais je sais que c'est aussi, ce qui est analogue, c'est aussi le fantôme cette sorte de fantôme, qui m'a poussé, qui poussait en fait, puisque je sais que le livre a été fini quand ça j'ai pu y toucher. Alors que les irréguliers, c'est un peu le contraire. Le fantôme, ou cette situation d'espace intermédiaire à l'origine des fantômes, ou porteur des fantômes, ou faisant émerger les fantômes, est à l'origine du livre, relativement consciente. Alors vous abordez Pussy Boy, et ça tombe très bien parce que effectivement c'était un livre dont j'avais envie de vous parler, j'avais envie qu'on l'évoque parce qu'il me semble que c'est un de vos livres les plus hantés. Et effectivement, on retrouve quelque chose de l'ordre du fantôme moteur. On sent que le fantôme, finalement, pousse. Le fantôme pousse l'écriture. Et il y a notamment dans ce livre un très beau passage qui, finalement, évoque ce qu'on pourrait percevoir comme une possession physique. Les fantômes attendaient-ils leur retour ? Voilà qu'eux aussi s'étaient mis à revenir jusqu'à nous, et de façon oblique. Nous sommes une urne intacte. Nous avalons nos disparus. Il reste d'eux des corps qui flottent, sont furieux parfois, et seule l'écoute peut les apaiser. Ils nous entrent par la bouche, se suspendent à nos dents, survolent la racine de nos mandibules, en surplomb du gouffre qui les aspire. Ils descendent en une turbulente glissade dans la gorge pour aller finir là où demeurent les morts.
dans la rate, ce rayon de miel, si l'on en suit l'étymologie, qui nourrit les hivers futurs. Mais avant cela, ils font un voyage circulaire, comme un bolus d'iode dans l'arrière-gorge jusqu'aux extrémités du corps, dans les testicules où ils dénombrent leur descendance. Ils sondent nos reins, traversent le foie et ses oracles, se requinquent dans la grande soufflerie des poumons avant de se réfugier, là sera leur dernière demeure, sous le diaphragme, au chaud, protégé et silencieux, dans l'organe qui les archive. C'est quand ils font parler d'elle que ça va mal. Quand la rate se met à tourner sur elle-même, alors les morts se réveillent et nous pétrifient de leur voix et regards terribles. C'est aussi là, spleen, que semble naître en l'homme le poète. Merci beaucoup pour cette lecture. Des passages absolument splendides. C'est un très très beau texte, notamment ce rayon de miel qui nourrit les hivers futurs. Et en vous écoutant le lire, je me demandais ce qu'ils cherchent en fait, ces fantômes, ce qu'ils veulent. C'est difficile de répondre parce que je crains d'être un peu péremptoire en répondant. Je dirais qu'il faut beaucoup de délicatesse pour les fantômes. Donc, spontanément, j'allais dire, c'est d'être pensé. Justement. C'est d'être pensé. Parce que être pensé, c'est pas tout à fait échapper à l'oubli. C'est échapper à l'oubli qui est un impossible oubli. Je ne sais pas comment bien dire ça. Il y a des oublis qui sont en fait des faux oublis, ou des oublis qui sont des oublis impossibles en même temps. Il y a quelque chose de paradoxal. Je crois que le fantôme, il naît de ça. Et il me semble que le fantôme apaisé, c'est celui qui a pu être pensé ou repensé pour de nouveau pouvoir être oublié, mais oublié vraiment. En fait, c'est aussi le processus de deuil. Mais ça demande beaucoup de délicatesse, parce qu'en partie, c'est pas une action, c'est pas comme un bouton de pu qu'on fait sauter ou claquer ou un abcès qu'on crève. C'est pas si simple que ça. C'est que probablement le fantôme, il est rétif aussi. Il est comme quand on est en train de faire un livre, d'une certaine façon. Les livres sont des fantômes pensés, c'est ce qui est pensé du fantôme. Et quand on se met à écrire un livre, c'est toujours très angoissant. Moi, à chaque fois que je vais commencer un livre, je dis « Et merde, il va falloir que je commence ça. Et merde, il va falloir que je passe par tel et tel état. Et je sais que ça va être douloureux. » Bon, je ne vais pas me plaindre sur la souffrance des poètes. Hein, c'est un thème rebattu et un peu bateau et un peu exagéré parfois. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et je crois que le fantôme, il est... Donc, il y a toujours une forme de réticence, j'ai toujours une sorte d'hésitation à commencer un livre ou un poème. Pour les formes courtes, c'est pareil, mais c'est un peu différent, parce que ça ne s'inscrit pas dans une longueur. C'est peut-être plus vrai d'un recueil, enfin... Bon, je ne sais pas si je peux généraliser aussi rapidement, mais... le fantôme, il est un peu pareil. Il est dans l'oubli, mais un oubli qui est inoublié. Enfin, il est dans un paradoxe, là. Et peut-être, très souvent, il n'a pas envie d'en sortir. Et il voudrait en sortir. Comme le livre. Il ne veut pas en sortir, il veut en sortir. Et donc, comme pour commencer un livre, souvent, il faut beaucoup de délicatesse. Quand je dis délicatesse, c'est aussi certes de l'attention, mais aussi peut-être quelque chose de ne pas vouloir. À trop vouloir faire sortir les fantômes, on ne les fait pas sortir, en fait. On les fait être encore plus reclus dans leur crypte. Pour les livres, c'est pareil. À trop vouloir un livre, quand on sait souvent on a une idée où on a ce que je décrivais, là, le lieu initial du livre, on l'a, bon voilà.
Mais c'est pas le livre, ça. C'est ce qui va peut-être donner naissance. Et puis à ce moment-là, il y a une volonté qui se met en place, un désir, mais qui est plus un désir volontaire, un désir de possession. Et ça n'est qu'à partir du moment où on abandonne l'idée de posséder cette forme qui peut devenir le livre, comme on abandonne l'idée de posséder ce qui est oublié, qui n'arrive pas à être oublié, le fantôme donc, qui montre un petit coin du bout de son nez, s'il a un nez, parce que souvent ils n'ont pas de nez. Et comme pour un livre, souvent le livre il s'écrit par un tout petit bout, un tout petit détail, comme un poème, il vient par un tout petit détail, un tout petit... parfois pas un souvenir ou une chose très abstraite ou une sensation, mais quelques mots qui mettent en place un coin, et par le coin, on rattrape toute l'étoffe. Ouais. Et vous parliez justement de cet oubli, qui est un impossible oubli, qui me faisait penser à l'acte d'effacer une tâche ou une trace, et en tentant de l'effacer, on en crée une différente, en fait. Oui, oui. D'ailleurs, c'est un peu l'imagerie du fantôme au Japon. On voit ça souvent. Il y a des films japonais qui parlent, qui font allusion aux fantômes. Je sais que vous êtes familier des fantômes japonais, qui marchent beaucoup sur la tâche. Ouais. Alors là, la transition est un peu osée, mais osons-la. Toujours dans Pussy Boy, où finalement c'est vraiment un livre sur le désir est omniprésent, et il est question de fantômes et de tâches dans un passage vraiment audacieux et extrêmement vif, où vous évoquez le fantôme, mais dans une matérialité peu souvent présentée, ou en tout cas évoquée en ces termes, dans cet hôtel rococo à la Capote. Regard gêné, rigolard, considération utilitaire ou prophylactique, questionnement éthique et religieux, mais rarement poétique, notre rapport au préservatif semble tenir avant tout du dégoût. Je ne sais pas si la littérature dressera un jour l'hôtel rococo qu'on pourrait ériger pour toutes ces âmes mortes, ces corpuscules inaccomplis que contiennent les capotes usagées. On parlera surtout de la répugnance qu'inspire le latex déroulé au réservoir plein, et des précautions qu'on prend à saisir entre deux doigts le lambeau, alors qu'encore dans le feu de l'action on se fiait à cette seconde peau et la caressait comme une monture fidèle. On parlera de la pollution dans les jardins publics, sur les bords des chemins, en ces lieux bucoliques qui se transforment en bésodromes nocturnes. On citera ces pays en éternelle pénurie de tout qui lui donnent une seconde vie et un autre usage pour tester la maturité du vin, faire des vessies de pêche, des élastiques pour colmater les pneus troués. On invoquera bien sûr la mélancolie qu'elle inspire ou la peur de la contagion. Il m'est souvent arrivé, après le départ de Zach, de repêcher la chose dans la poubelle et de la déposer sur un morceau de papier. C'est vers des lieux au dégoût suspendu que cet ectoplasme entraîne alors. Sans pouvoir me les représenter tous, si je repense aux soirées ou après-midi notables que nous avons passées, je pourrais aligner de façon imaginaire ces gentils petits fantômes, autant de Casper tristounets, comme les méduses mortes qu'enfant j'ai récoltées sous la surveillance de mon grand-père et qu'auréolait dangereuse une féerie de danse cachée. Là, nous avons ces petits Casper qui sont une autre déclinaison des fantômes dont nous parlions. Et il me semble que dans Pussy Boy, il y a ce va-et-vient entre le désir, voilà, c'est un livre qui déborde de vie
et qui par contre-coup, ou par mouvement de balancier, retour de balancier, semble aussi ouvrir la porte à la hantise, semble aussi ouvrir l'espace aux fantômes. Vous évoquiez tout à l'heure ce point où l'amant et le grand-père voilà, se superposent en quelque sorte. Est-ce que c'est un mouvement qui finalement, lui aussi, a structuré l'écriture? Probablement, de nouveau, la question de la poussée des fantômes. En vous écoutant lire, je me souviens plus comment j'ai écrit ces textes ou ces lignes, mais ce qui me revenait, c'était les associations. En fait, à partir du moment où quelque chose du fantôme. Alors je ne sais plus, je pense que c'est un fragment que j'ai écrit sur la fin, ça, parce que je crois que c'est un fragment que j'ai rajouté après avoir compris qu'il y avait une histoire de fantôme, une histoire. Enfin, le passage qu'on a lu tout à l'heure. Mais. Donc la découverte d'un des cœurs du livre a de fait modifié le livre et a amené ce passage. Parce que. Pardon, c'est un peu confus, parce que là encore, il n'y a pas vraiment de rationalité autour de ce passage et de toutes ces images, si ce n'est qu'il y a une sorte de confluence d'images, de croyances, d'associations. Alors Casper, voilà, c'est l'enfance aussi, et donc d'associer des souvenirs infantiles. Et il y a beaucoup de souvenirs infantiles dans ce livre, hein, ou du moins qui associent quelque chose de fantaisie infantile avec le petit fantôme, ou de réminiscence de sexualité infantile. Là, ça, c'est l'influence de la psychanalyse qui se marque, mais aussi associé à des croyances. J'ai toujours été très marqué par le fait que de l'interdit alors il y a évidemment la question de l'interdit de l'homosexualité dans ce livre qui est évoqué, mais l'interdit de la masturbation qui est aussi associé très souvent. Et parce qu'une des raisons que donne, alors c'est pas dans la Bible, mais c'est dans la mystique juive, peut-être dans la Torah, pas dans la Torah, dans le Talmud. Là, je suis pas tout à fait certain de ma référence, mais le sperme tombant à terre, le sperme d'Adam tombant à terre engendre le peuple qui sera détruit par le déluge. Ça, c'est un des commentaires. Et donc, l'idée, d'où l'interdit, c'est-à-dire le sperme tombant à terre ou se mettant dans un lieu qui ne lui est pas réservé, engendre le fantôme. Et ça, de fait, comme en plus le préservatif déplié a une forme plutôt évocatrice, ça c'est naturellement associé. Je ne sais pas bien en dire plus que ça. Comme une sorte de... C'est un texte qui... C'est comme la poésie. Il y a plus c'est plus une élaboration de sens à partir d'une association purement presque aléatoire, qui suit là aussi, néanmoins, probablement, pas le thème, mais la silhouette du fantôme. Quand je vous parle, j'ai des images, c'est aussi celle de la nuit. Ça se passe pas en plein jour. En tout cas, dans ce texte, il est question du fait que même l'après-midi, le huis clos amoureux se fait dans une chambre aux volets fermés, aux rideaux tirés, aux lumières souvent éteintes. Donc il s'agit d'un tombeau, d'une chambre secrète, d'une chambre close, et où l'acte passé, on distingue, c'est comme la nuit, les étoiles, on distingue des choses un tout petit peu plus brillantes ou un peu plus, qui ont une forme un peu évocatrice. C'est un peu cette image-là que j'ai dans la tête avec ce passage.
Leurs monuments. Je perds la notion du temps. Qui sont-elles, ces femmes, ces soignantes qui prennent le large et mettent les voiles, ces blessés du système, ces laissés pour compte, ces laissés pour mortes, c'est trop sensible, ont-ils dit, touchés en plein cœur par une violence tue. Depuis combien de temps, et combien de temps encore faudra-t-il faire comme si, faire avec, ou plutôt faire sans elles, continuer à vivre et à travailler, en ignorant ses collègues tombés au front. Il faudrait leur ériger un monument à l'entrée de l'hôpital, tombés pour la sous-France. À mes fantômes, amaryllis, bleuets, coquelicots, dahlia, fuchsia, glaïeul. Vous venez d'entendre Leurs monuments, un poème de Myriam Sinasseur, lu par son autrice. Myriam Sinasseur est médecin anesthésiste de formation. Elle s'intéresse à la médecine narrative depuis 10 ans. Diplômée de la première promotion de DU de médecine narrative à Bordeaux, elle anime depuis 2022 des ateliers de médecine narrative destinés aux soignantes et soignants. Elle participe au développement et à l'essor de cette discipline auprès des professionnels de santé et co-préside l'association francophone de médecine narrative. Ce texte, Leurs monuments, est extrait de Hantises et soins, livre hybride, anthologie avec un H, qui rassemble certains des textes nés lors des ateliers d'écriture du projet de compagnonnage Ces présences invisibles, Hantises et soins, qui se sont déroulés au CHU de Bordeaux, à l'EPSMD de l'Aisne ou encore au centre hospitalier de Cadillac. Cet ouvrage inclut également un cahier fantôme, un livre de poésie intitulé L'air de rien, que j'ai composé lors de cette résidence. Cette série de capsules audio accompagne la sortie de Hantises et soins, qui paraîtra à la rentrée 2026 aux éditions Le Bordelot.